Vraiment, il n'y a pas eu d'économie. L'histoire, c'est qu'ils se sont vraiment, le board s'est mis là, a réfléchi et s'est dit comment on va faire une voiture un peu sans limite de budget. Voilà. Elle se cabre à l'axel. Ouais. Voilà, ça marche. Ah ouais, non, si, Ça marche. Ça marche. Hein. Cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash de Total Energy. Et j'ai un code promo pour vous faire bénéficier de 25% de réduction sur vos lavages avec l'application. Wash, c'est le plus gros réseau de lavage auto en France avec près de 1100 centres. Donc il y en a forcément un près de chez vous. D'ailleurs, la majorité sont situés dans les stations Total Energy. Et ils sont tous équipés pour laver aussi bien l'extérieur de la voiture que l'intérieur. Vous savez pas forcément, mais Wash, c'est aussi une application très pratique qui vous permet de trouver un centre, choisir votre programme et payer directement avec l'app. C'est ce que j'ai fait pour laver ma GT3 qui en avait bien besoin et je cherchais une station avec des jets haute pression. Donc directement dans l'app, vous filtrez les stations selon vos besoins et vous voyez la station la plus proche qui répond à vos critères. Quand vous rechargez votre compte, vous pouvez bénéficier de bonus allant jusqu'à 25 € de lavage offert. Et pour les laveurs occasionnels, vous avez un abonnement à 9,90 € par mois sans engagement avec un avantage sur le tarif des prestations. Pour télécharger l'application, vous avez le lien en description et utilisez le code Romain25 pour avoir 25% de réduction sur vos lavages. Nouveau File-moi tes clés, voiture que je suis très content de vous présenter parce que méconnue, rare et voiture quand même mythique. Et je suis avec Adam qui va nous présenter sa voiture. Bienvenue à toi. Merci, enchanté. Première fois sur une chaîne YouTube? Ouais, première fois sur YouTube. Bon, tu la connais bien cette voiture? Je la connais bien, j'ai grandi dedans. Mon père, il l'a acheté en 2003, donc au tout début. Et c'était sa première belle voiture. Que dire? Bah justement, t'inquiète pas, j'ai plein de questions pour toi. Donc tu as depuis combien de temps? Mais tu as répondu depuis 2003. 2003, ouais. Sachant que la voiture, c'est une année 2003 ou de quelle année? C'est une année 2003, ouais. D'accord. Donc vous l'avez quasiment en première main la voiture. Première main, elle avait 2000 km et je crois que c'est même mon père qui les a faites et il avait racheté à un copain à lui. Qu'est-ce qui l'a fait craquer pour la voiture? Je pense qu'il aimait beaucoup déjà la 507, mais c'est pratiquement intouchable aujourd'hui. C'est juste la classe en fait de cette voiture, la simplicité, le fait que les gens qui ne connaissent pas forcément, ils vont aller la confondre avec une Z3, une Z4 et ça fait qu'aujourd'hui on peut aussi passer incognito alors que les vrais connaisseurs ils vont être là, ah c'est excellent, c'est une Z8 et on va pouvoir parler pendant une heure, donc c'est cool. Ça nous est arrivé tout à l'heure, il y a un abonné qui est passé et effectivement il connaissait pas la voiture. Quand on lui a demandé qu'est-ce que c'est, il me dit bah je crois que c'est un Z3 parce qu'effectivement les gens connaissent pas et ça chez BMW c'est vraiment ça, tu vois. Et même le Z1, tu connais le Z1 ou pas? Ouais, je connais. Et ben le Z1 c'est pareil avec les portes qui se baissent et c'est pareil, c'est le genre de voitures de passionnés qui sont relativement rares. Complètement. Et les gens, bah voilà, comme tu dis, soit tu t'y connais et tu sais ce que c'est, sinon tu te dis attends mais c'est de quelle année, qui c'est qui fait ça? C'est assez étonnant quoi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter avec la voiture? Une anecdote, alors j'en ai deux. Mon père il a aussi une 2 chevaux, une Charleston, et avec mon frère, mon grand frère, en fait il m'avait fait limite signer un contrat comme quoi plus tard lui il aurait la Z8 et moi j'aurais la 2 chevaux. Et aujourd'hui je me suis un peu fait arnaquer mais c'est pas grave. Tu t'es pas fait arnaquer, c'est la valeur sentimentale, ça a l'air de cœur. Il y avait asymétrie d'information, à l'époque je savais pas que ça valait pas le même prix. Et aussi une fois mon père s'était fait arrêter parce qu'il avait roulé un peu vite avec, un peu au-dessus de 130. Et enfin vraiment 137 quoi. Et il s'était fait arrêter avec mon grand frère et mon grand frère a commencé à pleurer parce qu'il pensait qu'on emmenait mon père en prison. Et au final du coup les gendarmes ont été hyper sympas et ils l'ont relâché parce qu'ils avaient trop de peine pour le grand frère. C'est vrai? Ouais. C'est énorme comme anecdote. Si vous deviez la remplacer, ce serait par quoi? Bah comme je t'ai dit 507 je pense. C'est un peu l'évolution pour un collectionneur, mais c'est pas dans les projets du tout. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même gamme. Et puis, mais je pense que c'est l'évolution de cette voiture. Du coup, c'est pas l'évolution vu que elle est inspirée, la Z8 est inspirée de la 507. Mais pour un collectionneur, je pense que oui, ou avoir les deux ou celle-là. Prix neuf à l'époque de cette voiture, tu sais? À l'époque, ça s'achetait, je pense, de ce que j'ai compris, pour 130 000 € environ. Et il y en a pas eu beaucoup pour la France. Alors il y en a qui disent qu'il y en a eu une pour chaque département. Il y en a qui disent qu'il y en a eu 49 ou 59, une cinquantaine. Mais non, il n'y en a pas eu beaucoup. Et ça, c'est une française d'origine, ça? Française, ouais. Et le prix d'achat, tu connais? Vu que c'était les mêmes années, c'était ça ou Prix d'achat de mon père, je connais pas. Et le prix actuel, c'est quoi la cote de cette voiture? Prix actuel, on peut en trouver, ça dépend des kilométrages. Elle est à 35 000 km. On peut en trouver entre 230, 250, 200, même il y en a même à vendre à 260. Mais on dirait dans les 230, 240. C'est une voiture que vous avez achetée comptant ou à crédit? Ça, aucune idée.
Ça a dû se négocier autour de tables de poker il y a 5 ans. C'est pas vrai. J'en sais rien. En réalité, je sais même pas s'il l'a payé. On se fait un petit tour à l'extérieur de la voiture. Donc les gars, BMW Z8, appellation mythique chez BMW, une voiture qui est vraiment très rare, que je suis très content de vous présenter. Il y a eu moins de 6000 exemplaires, on parle de 5700 et quelques exemplaires dans le monde, donc vraiment une voiture qu'on voit très peu et qu'on a tous découvert au cinéma, notamment dans Dick and Neck. Si ça compte, hein. Elle est parue dans Dick and Neck, ou peut-être aussi on peut dire dans James Bond. Est-ce que tu sais dans quel James Bond c'était? C'est dans, on vient de le dire. J'ai oublié, je l'ai perdu. C'est dans Le Monde ne suffit pas. Mais il n'est pas apparu dans plusieurs James Bond? Je crois qu'il n'y a que Le Monde dans Le Monde ne suffit pas. Il se fait couper en deux par NC sur le port. Il y en a qui ont été un peu maltraités, ouais. Et sachant que dans le film, en fait, l'anecdote c'est qu'elle n'était pas encore sortie la voiture. Du coup, ils avaient recarrossé une voiture. Donc c'était pas une vraie BMW qu'ils avaient prise, c'était une voiture qu'ils avaient recarrossée en Z8. Okay. Tu vois, tu as appris quelque chose aujourd'hui. Ouais, les petites anecdotes du film. Et dans ce film, il y avait aussi une très belle Jaguar XKR verte que je trouvais incroyable. Regardez la ligne de cette voiture. Alors pour faire un petit tour, du coup, on a dit néo-rétro. Et il faut savoir que en fait c'est le début du néo-rétro chez un constructeur. Il y a eu Volkswagen à l'époque qui a fait la New Beetle, je crois que c'est dans les années 97. La Z8 c'est sorti en 2000, donc c'est une des premières interprétations néo-rétro chez un constructeur, sur un véhicule de grande série entre guillemets, hein, sur grande série. Après il y a eu la Mini qui est sortie, la Fiat 500 et tout le courant de néo-rétro, mais à l'époque ça se faisait pas trop, et pour le coup vraiment c'est une réussite. Elle est magnifique à Castan. Magnifique. Et surtout elle vieillit pas. Elle vieillit pas, elle a des formes très rondes et un peu inspirées en plus des formes nautiques. Vraiment c'est hyper beau, surtout derrière on dirait une espèce de bateau. Non, c'est super beau, vraiment. C'est l'intérêt effectivement quand tu vas piocher dans le passé pour faire une voiture moderne, c'est que finalement tu as des lignes qui sont pures, tu vois, tu n'as pas d'arête partout, tout est très pur dans la voiture. Forcément, c'est des codes connus de l'automobile, avec cette double calandre justement qui s'inspire de la 507. Et ça d'ailleurs, ça c'est les feux de route. Plein de gens qui pensent que c'est des anti-brouillards. Ça c'est les feux de route du coup. D'accord. Les feux jaunes à l'époque ça faisait encore visiblement. Les ouïes latérales comme sur le Z3M. Et un truc spécial sur cette voiture aussi, en parlant des feux, les feux LED à l'époque ça n'existait pas dans les voitures. Ça existait mais pas dans les voitures, c'est des feux néons. Et le fait qu'en fait toute la carrosserie elle soit en aluminium. Donc en fait c'est hyper dur à refaire. C'est une coque en aluminium qui a été hyper travaillée. C'est des voitures aussi qui étaient peintes à l'époque à la main, enfin au pistolet quoi, pas à la main au pinceau évidemment, mais qui n'étaient pas faites à la machine. Donc en fait, tu as aussi des connaisseurs qui vont aller chercher des voitures et quand ils vont faire vérifier des voitures, c'est aussi dur de les faire, de savoir si elles ont été repeintes ou pas. Parce que parfois, le peintre qui l'a fini, là il en manque un peu, il va remettre une couche et du coup elles n'ont pas toutes exactement les mêmes épaisseurs et tout, il y a des petits détails sympas. Non mais la ligne c'est vraiment très joli quoi. Le seul détail que j'aime pas trop, où je trouve qu'il n'y a pas de cachet, c'est les jantes. Les jantes de l'Alpina sont différentes. Elles sont très jolies les jantes de l'Alpina. Oui, ouais, elles sont très jolies, j'aime bien aussi. Mais moi j'aime bien ces jantes là aussi, elles sont cool, c'est simple, on est aussi dans la simplicité. Là sur la partie arrière effectivement, ça fait très nautique, tu me disais, et j'avais pas remarqué, que tu as la pièce qui englobe les deux sorties d'échappement. En fait c'est une pièce qui est pleine, qui vient très bas. Et effectivement quand on regarde comme ça, c'est assez fou de voir ça, c'est une des premières fois que je vois ça sur une voiture quoi. C'est magnifique. C'est vrai qu'il y en a qui disaient certains des designers qui disaient qu'à l'avant par exemple le capot, ça aurait été sympa de ne pas avoir cette rainure là et avoir un capot qui est complètement intégré aussi là et qui il s'ouvre en une grande partie, ouais. Mais je trouve ça en vrai, je trouve ça joli. Je pense pas que j'ai quelque chose à redire sur le design, surtout, vraiment. Le fait aussi ici qu'il n'y ait pas de montant en couleur peinture et que ce soit le vert qui arrive jusqu'au bout. Ça c'est aussi assez rare dans les cabriolets. Ouais, et puis du coup effectivement ça fait que le pare-brise est beaucoup moins proéminent que si ça avait une partie peinte, etc. Et là on a le chrome ici, le chrome ici, le chrome ici. Le très long capot plongeant, la proéminence du pare-choc avant avec la double calandre, la découpe du pare-choc avant c'est quand même très joli. Pareil, hein, c'est quand même très rare de voir ce genre de forme sur une voiture entre guillemets moderne du début des années 2000. Et il y a une particularité aussi, c'est rigolo que tu m'as montré, c'est que vous avez fait poser à l'époque les radars de stationnement. Exactement, et c'est hyper, en fait c'est assez bien intégré.
Bon alors là il commence à être un peu fatigué, les radars, parce qu'il date d'il y a 20 et quelques années. Maintenant aujourd'hui on fait des choses un peu mieux, pas en termes de... Ici je parle dans le système, je pense d'ailleurs qu'on devrait mettre un système plus récent, mais ça a été bien fait, et ça à l'époque ça n'existait pas. Ouais. Mon père il aime bien faire les petits trucs comme ça, il a aussi mis une bonne sono, pas du tout dans le tuning ou quoi, mais c'est vraiment agréable quand on roule à 130, 140 et qu'on a un bon son quoi, c'est cool. C'est les seuls trucs je pense qui lui manquaient. Non c'est vraiment... Ouais, on va passer, on va aller voir un petit peu l'intérieur aussi. Oh mon portefeuille! Ouais, ton portefeuille. T'inquiète pas, il n'y a pas grand chose dedans. On va aller passer à l'intérieur, mais juste on finit effectivement sur la partie extérieure. Alors, vous avez vu un long capot à l'avant, une toute petite partie arrière. Donc c'est une voiture, comme vous avez vu, tu as quand même une proportion où voilà, la partie avant est quand même beaucoup plus longue. Ça ressemble un petit peu à une Type-E, tu vois, dans l'esprit aussi. Long capot avant, petite arrière, un petit peu la même forme. Et ça reste une voiture qui est petite par rapport aux voitures modernes. C'est quelque chose, c'est pas une grosse voiture. Et faisons un petit tour intérieur, parce qu'effectivement il y a plein de détails à aller voir à l'intérieur, et l'intérieur est peut-être aussi beau que l'extérieur, notamment ce biton qui est encore une fois très classique entre le gris métal extérieur, l'intérieur biton gris et rouge. Ça me rappelle les Mercedes à l'ancienne, les 190 SL et 300 SL, donc encore une fois une configuration qui rappelle l'époque, qui rappelle ces époques-là de l'automobile. C'est vrai qu'aujourd'hui, hier je regardais une petite vidéo qui expliquait, parce que du coup je voulais être à jour sur les petits détails, mais que par exemple les compteurs au milieu c'était pas du tout pour faire une économie entre les volants à droite et les volants à gauche, parce qu'on ne voit pas très bien peut-être à la caméra, mais ils sont inclinés vers la gauche, ou quand c'est une conduite à droite, inclinés vers la droite. Et tu as toujours des petits détails comme ça, et c'est une voiture où tous les boutons, ils ont pas, c'est pas des boutons qui viennent d'autres voitures de la production BMW. C'est des boutons qui ont vraiment été pensés, designés pour la Z8 spécialement. Et ce volant... Tu dis qu'il y a effectivement eu quelques coûts qui ont été dépensés sur Ouais, vraiment, il n'y a pas eu d'économie. L'histoire, c'est qu'ils se sont vraiment, le board s'est mis là, a réfléchi et s'est dit comment on va faire une voiture un peu sans limite de budget. Voilà, c'est pas que... Mais ils ont fait ça à fond, quoi. De toute façon, c'était l'étendard BMW, c'était le plus haut de gamme, c'était la supercar chez BMW, quoi. Il y a plein de choses qui ont été réfléchies. Par exemple, la clé. Il faut savoir que la clé, quand on la mettait dans le Neumann, la clé charge par le Neumann. En fait, la petite, on ne peut pas changer. C'est vraiment une galère. Il y a des gens qui arrivent à changer la pile, mais c'est compliqué. Le jour où elle n'arrive plus à charger du Neumann, mais elle est chargée d'induction du Neumann. Ouais. Il y a plein de petits trucs comme ça avec cette voiture qui ont été bien pensés. Et puis ce que j'aime bien, c'est effectivement, encore une fois, on reste dans la thématique néo-rétro, donc tout ce qui est intérieur ne vieillit pas, tu vois, parce que c'est des clins d'œil à, par exemple, les anciens volants très simples, aucun bouton dessus, il n'y a strictement rien. Comme tu disais, il y a les compteurs, et ça, tu m'as appris qu'effectivement, c'était orienté en fonction d'où était le poste de conduite. Donc ça, c'est effectivement orienté côté conducteur. Là, tout est très simple, tout est très joli, et la techno qui avait, parce qu'il y a quand même un petit peu de techno, est masquée. Voilà, ils ne voulaient pas mettre d'écran, tout ça, parce que de toute façon c'est obsolète après 2-3 ans, et le but de cette voiture c'est de durer dans le temps. Et on a voilà, le tableau de bord qui a aussi une forme particulière, qui est hyper enveloppant, qui marie plein de matières, c'est quand même très bien fini, hein. Regardez à l'époque, c'est encore une fois, c'est là où tu vois comment l'industrie automobile a évolué. Ce que tu disais, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas d'histoire d'économie de coût, enfin je ne sais même pas si c'était rentable ou pas la voiture, mais tu vois qu'effectivement tout est réfléchi. Tu as le cuir, donc là tu as la partie peinte, tu as du cuir partout, tu vois, surpiqué, c'est quand même très bien fini. Même là, cette console là est entièrement finie en cuir pour pas venir taper. Là par exemple, tu as le petit coussin qui est en cuir, tu as de l'alu partout, tous les boutons, ça les gars, c'est les boutons pour ouvrir les vitres. J'ai jamais vu ça de ma vie, enfin, c'est quand même très joli. Et tout a été pensé, tout a été fait. Et la voiture, elle fourmille de petits détails comme ça, le petit logo Z8 ici. Et c'est vrai qu'en fait, elle est soignée, mais partout, tu vois, même l'arceau qui est recouvert de cuir, c'est là derrière, c'est beau, c'est très bien fini, et sûr que par rapport aux voitures modernes maintenant, même les belles voitures, c'est plus la même finition. C'est un truc qu'on ne retrouvait pas non plus chez tous les constructeurs, c'est vraiment BM, ils ont vraiment fait un truc de ouf, mais les gens ne le voient pas forcément, c'est ça qu'il faut connaître un peu. Le maniaque pendant la vidéo, il va passer un coup sur le... On n'a quand même pas parlé des spécifications techniques, mais on va vous montrer parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Ouais. Hop, la petite sirette pour ouvrir le capot. Et sous le capot, donc le long capot avec le cache moteur qui est très joli, le logo M, BMW M Power avec le petit cache carbone ici. Et donc ça c'est le moteur de la M5 E39 de l'époque, donc c'était leur plus gros moteur. Ouais, 5 litres quand même. Hein. 5 litres, très coupleux, Ouais, c'est top. 400 chevaux.
pour une voiture qui fait environ 1,5 tonne, on a regardé juste avant. 1,5 tonne, ouais, ça paraît, du coup moi je lui disais, ah c'est pas énorme, au final je disais à Romain, mais il me disait que, oui par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui quand des BM vont faire presque 2 tonnes, c'est ça ou... Ouais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, oui une M2, une M3, une M4 c'est très lourd, ça fait quasiment les 2 tonnes, donc c'est vraiment très lourd. C'était apparemment beaucoup. Ouais en fait, moi je m'attendais à ce que ça fasse 1,3 tonne, tu vois, je pensais que ça allait faire 1,3 tonne, mais... Je vais pas te mentir, moi je vois pas trop la différence, voilà, mais bon. Mais après quand tu vois aussi toute la notion de confort qu'il y a dans la voiture, parce que c'est pas une super sportive, ça reste une GT. Donc en fait je comprends avec l'équipement, tout ce qu'on vient de vous montrer, toutes ces parties-là recouvertes de cuir partout, etc. que finalement la voiture n'était pas faite pour être légère ou spécialement dépouillée, mais pour apporter du confort, du couple et être une belle voiture quoi. Mais c'est un super moteur, franchement. Bah écoute, moi je te propose ces moments que j'aime bien dans la vidéo, je te dis file-moi tes clés, exactement, et puis on va aller vérifier ça. On fait ça? Merci beaucoup, et on se retrouve au volant. Je pense qu'on va garder le côté décapoté, on va capoter peut-être pour le son, je sais pas, mais là le temps est parfait. Regardez le contexte là, c'est très joli avec le château de Vincennes derrière. J'ai pris ton portefeuille dans ma poche, hein, donc... Oui, bah garde-le précautionneusement, je te fais confiance. Faudra me le rappeler. Bonbon. C'est la tradition de cette voiture, je sais pas si t'aimes l'anis, mais de toute façon là on va tourner donc bon. Ah, l'anis c'est hyper clivant. C'est spécial hein. Ouais, moi j'aime bien. Bah en fait c'est cette voiture, on a toujours eu des bonbons à l'anis dedans. C'est vrai. Et une musique qui tourne en rond sur le CD. C'est Oh Marie de Johnny Hallyday. Oh Marie, d'accord. Donc en fait c'est vraiment le truc quand tu rentres cette voiture, c'est Anis et Johnny Hallyday quoi. Si je pouvais dans tes bras me reposer. On est sûr que la vidéo va pas sauter à cause des droits d'auteur parce que vu comment on l'a interprété là. Ça tu gardes ça? Je sais pas. C'est au moment du montage quoi. Tu sais que j'ai toujours un truc sur les ceintures mais que j'ai jamais réussi à mettre une ceinture correctement. Ouais, par contre prendre 300 sur un circuit, c'est bon. Ok, donc on a tourné la clé et le petit bouton Engine Start, c'est quand même incroyable que ce soit sur un bouton. Je débraye. Oh, le moteur. Et ça me rappelle vraiment l'ambiance de mon Z3M, le start du moteur. Ah non hein. Couple, etc. Ah non, on compare pas, rien à voir. Hein. Non mais elles ont plein de trucs en commun, genre le logo. Non je rigole. Le mec horrible, c'est une blague hein. Non mais j'aime bien, c'est beau. Moi je roule en MX5 NC, c'est mon daily, donc voilà, c'est la même chose, mais le seul truc qu'il y a en commun c'est le fait que c'est des cabriolets. C'est tout je pense. Ouais, et que ce soit des boîtes méca. Moteur avant, propulsion, cabriolet. Ouais, j'adore, hein, je suis complètement fan de ma MX5, mais c'est pas pareil. Mais j'adore, je prends tellement de plaisir. Ah mais c'est génial une MX5. J'ai failli en avoir une NC aussi en première voiture. Tu le trouves comment l'embrayage, la boîte Et bah écoute, déjà la première impression c'est que qu'est-ce que c'est coupleux. Tu sens que c'est un moteur qui est super onctueux, tu vois, pour le coup. Tu sens ensuite de suite que c'est pas une super sportive, c'est plutôt typé GT. La direction est lourde, je m'attendais à quelque chose de plus léger que ça, tu vois. Je t'ai dit tout à l'heure quand on a fait le demi-tour, elle est lourde. Ouais, t'as vraiment du poids dans la direction. Sachant qu'il y a un mode sport, mais on a regardé le mode sport, il va jouer uniquement sur la carto moteur, la réponse à Axel, mais ça n'a pas changé, il n'y a pas de système de valve ou quoi sur la voiture. Et je te dis, on a fait le trajet ensemble pour venir, j'étais en passager, donc c'est la première fois que je conduis la voiture. Mais c'est une GT, tu sens vraiment que c'est fait. De toute façon, il n'y a pas eu de déclinaison non plus radicale de cette voiture. C'était pas fait pour. Il n'y a pas eu de version circuit, il n'y a pas eu de version de compétition. Ouais, c'était vraiment pas le but de toute façon. Donc c'est une voiture qui, je pense, qui s'apprécie vraiment en mode cruising, balade, exactement ce qu'on est en train de faire, quoi. Ouais. En plus, c'est une voiture très classe. Vraiment, je trouve. Se faire une sortie, si on fait un petit road trip, on s'arrête dans des beaux endroits. Elle convient à tous les cadres. Ouais, vraiment. Et alors pour la petite anecdote, elle a existé qu'en boîte méca, mais par contre Alpina en a préparé 555 exemplaires avec des boîtes auto
et avec un moteur différent, parce que le projet à la base d'Alpina c'était de mettre le V12 dedans, parce qu'on a le V8 de la M5. Eux ils voulaient mettre le V12 pour avoir un moteur encore plus onctueux, encore plus coupleux, et finalement ils n'ont pas pu à cause de l'espace qu'il y avait dans le compartiment moteur. Ils sont partis sur un autre moteur, et ils ne pouvaient pas garder ce moteur là, parce qu'en fait il n'était pas compatible avec la boîte auto. Et en fait ils ont fait ces versions là, pour vraiment l'adapter pour le marché américain. Parce qu'en disant en Amérique ils allaient galérer avec la boîte méca, il fallait encore plus de couple. Ah, c'est ouf. En son, c'est assez feutré. Il y a de quoi dépasser quand même. Ah ouais. Ça, là, pour le coup, au niveau puissance, ça a quand même 400 chevaux, donc ça marche convenablement. Et ouais, elle a une direction t'as de la lourdeur dans la direction. Attends, je vais mettre en mode sport, parce qu'on va voir que ça. Ah, ok, directement, ouais. Truc, hein, carte moteur, complètement différente. Pour le coup, c'est. Tu sens un petit truc, hein, quand même, quand tu ouvres. Ah ouais. Et puis, c'est surtout un très bel objet, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah là, ça sonne. Ouais, c'est ça. C'est assez feutré en bas dans les tours, et après quand tu montes un petit peu, t'entends vraiment le. Ouais. C'est un peu un moteur à l'américaine, ça c'est V8 grosse cylindrée, un peu blou, tu vois. Mais c'est très agréable, et je suis très content de rouler une Z8 pour la première fois, parce que bah ouais c'est ça, c'est une voiture qui est tellement rare, on n'en voit pas. Ouais, même nous, on va pas la sortir non plus tout le temps, parce que c'est un petit stress aussi à chaque fois. On se dit, s'il y a quelqu'un qui vient, même dans Paris, qui tape un rétro, enfin un rétro encore ça va, mais genre un feu, ou une aile, ou un truc, ça peut être compliqué. Est-ce que tu trouves quelque chose qui a mal vieilli? Je suis en train de réfléchir, tu vois, mais vraiment, en vrai, je te dis, en design, pour moi, il y avait juste les jantes, que je trouve lambda, tu vois, elles auraient pu aussi bien être sur une série 5, un peu basique, si tu veux, il n'y a pas vraiment d'identité sur les jantes. Non, ils n'auraient pas pu mettre des jantes de Alpina, mais ça aurait été cool qu'ils aient toutes des jantes un peu spéciales, ouais. Ouais, et puis un peu un design vraiment classique, tu vois, pour rester dans l'esprit de la voiture. Mais à part ça, c'est vrai que tout est joli, quoi. Tu as les petites finitions alu, les parties peintes, tout se marie très bien. Et encore une fois, ce qui est cool, c'est le côté biton. Parce que quand c'est tout noir, c'est un peu noyé. Tandis que là, vraiment, le côté, tu as l'alu, plus le gris, plus le rouge. Ça fait une ambiance qui est... Le fait que tu aies la couleur carrosserie là, en fait, ça te fait un peu une continuité encore du capot, quoi. Et en position de conduite, je m'attendais à ce qu'on soit beaucoup plus bas. Finalement, j'ai l'impression d'être assis. Ouais, j'ai l'impression d'être assis relativement haut dans la voiture, quoi. On n'est pas là, on va pas très vite, mais on n'est pas non plus. Le vent, il saute bien, je trouve, au-dessus. On n'est pas trop sujet à prendre le vent dans la tête. On a envie de faire un road trip, tu vois. On a envie de partir en Suisse ou je sais pas, dans les Alpes. Tu veux m'emmener? C'est ça, c'est une proposition? On y va. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est une voiture qui s'envisage vraiment comme une GT. C'est confortable, tu sens que tu peux faire de la route et ça se conduit normalement. Et là, j'ai mis pied dedans. Et là, il y a le traction control qui s'est activé. Ouais. Donc tu vois, elle m'a coupé direct. Ouais. Là, on a mis des watts. Hein. C'est un deuxième, j'ai mis pied dedans avec 400 chevaux. Je pense qu'effectivement avec le couple, enfin la coupure est bien intervenue. Tu vois, elle est intervenue comme il fallait. Et parce que aussi sur les. C'est quand même vieux hein, à l'époque. Il n'y avait pas trop d'électronique comme aujourd'hui. Et donc on a regardé. Hein, tu as le petit bouton DSC qui est masqué, qui est ici. Donc visiblement. C'est le seul. Je crois que c'est un des seuls boutons qui a été repris de la production. Alors vraiment pour te dire qu'ils ont fait l'effort. Puis les clignotants, je sais pas si tu as vu les petits commodos là, ils sont vraiment agréables. Ouais, et puis en plus encore une fois en alu, tu vois, c'est pas du plastique ou quoi, c'est vraiment de l'alu, tout est agréable au toucher, tu sens vraiment c'est dans une belle voiture quoi. Non mais je suis content, de toute façon le but ça c'est pas non plus, vous l'avez compris dans ce format, c'est pas d'aller exploiter la limite de la voiture etc. Surtout sur une Z8, mais c'était vraiment d'avoir du ressenti pur, qu'est-ce que c'est simplement de conduire une Z8, donc ça vous avez vraiment le ressenti. Et c'était déjà une boîte 6 tu vois à l'époque. Et non, et par contre, ouais, ça demande quand même de décomposer le mouvement, mais ça engage bien. Et encore une fois, c'est ferme. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est que. Alors, je suis un grand fan, et je répète systématiquement sur la chaîne, que je suis fan des voitures du début des années 2000. Pour moi, c'est un peu le compromis parfait entre les sensations, les émotions, le fait que ce soit des voitures qui n'aient pas trop d'aide et qui soient quand même très agréables à rouler et qui restent polyvalentes, avec des moteurs atmosphériques. Vraiment, je trouve que c'est un petit peu l'âge d'or de l'automobile. Et la D8, elle rentre vraiment pile là-dedans, quoi. Mais non, c'est chouette. Après, voilà, c'est... Il a dit quoi, monsieur? Je sais pas, il a dit quelque chose? Ouais, il a dit quelque chose.
Je sais pas ce qu'il a dit. C'était soit très gentil, soit très méchant, mais. Dire vous êtes deux beaux gosses dans une belle voiture. Je pense un truc dans le genre. Mais c'est fou parce qu'il a dit vachement sur une courte période pour dire cette longue phrase quand même. Ouais, moi je pense qu'il a dit ça. Un truc dans le genre. Et ça fait étrange de pas avoir le compteur pile en face de soi. Parce qu'en face de toi, tu as vraiment cette partie carrosserie peinte et tu as vraiment ton compteur qui est déporté ici. Mais pareil, ça rajoute du charme. Et là, cette voiture, c'est juste qu'elle est bourrée de détails partout, quoi. Elle se cabre à l'axel. Ouais. Voilà, ça marche quand même. Ah ouais, non, si, ça marche. Ça marche. Hein. Je crois qu'avant de l'avoir conduite, moi, t'as vu comme il y a du couple? C'est ouf. De fou. Ouais. Très onctueux. Je crois qu'avant que je la conduise moi-même et que quand elle est chaude, c'est des moteurs qu'il faut qu'ils chauffent quand même pas mal avant de pouvoir taper dedans. Et ben je pense que mon père, elle avait jamais conduite fort, tu vois, Ah ouais avec moi en tout cas. Okay. Non, jamais fait des grosses ouvrir comme ça en deuxième, tu vois, jamais je pense. C'est pas trop son genre. Et du coup j'étais choqué, je me suis dit ah, mais attends, tout ce temps-là on se baladait comme ça sans accélérer, mais alors ça qu'en marche, fait, en fait ça marche fort. Petit talon pointe, pédalier, c'est ça encore une fois. Porsche, BMW, tu sais que tu es bien installé, tu vois, tout est bien en ergonomie, tu vois, j'ai le coude sur la portière, le bras qui repose, t'as ton levier de vitesse, t'as ton pédalier parfait pour faire le talon pointe, t'es juste bien. J'en pleure carrément. Là c'est fait, c'est l'émotion d'être avec moi ça. Ouais, j'allais dire le pollen, mais si c'est si ça te fait plaisir, allez go. Oh là là. Ah non, c'est chouette. Ah, c'est vraiment une voiture émotion quoi. Et puis en plus la vôtre elle est vraiment dans un très très bel état quoi. Ouais. Les mecs, t'as du cuir même là. Ouais, sur les... Non, je suis choqué quoi. T'as regardé cette interprétation moderne. Ouais. Merci beaucoup, vous aussi. C'est un petit peu la version moderne de la Z8. Ça, tu vois, long capot avant, ligne un petit peu néo-rétro de la SLS et tout. V8 biturbo. Ouais, le beau bruit. Ouais. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu cette petite découverte de la Z8. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Et dites-moi ce qu'on devrait essayer comme prochaine découverte. En tout cas, merci beaucoup pour ta confiance. Ouais, je t'en prie, merci à toi, c'était cool, on a passé un bon moment. Ouais. C'est toujours cool de partager avec des gens qui ont la passion de l'automobile. Non mais écoute, je suis très content d'avoir découvert cette voiture parce qu'encore une fois très très rare. Donc vraiment une très belle opportunité. Les conditions étaient parfaites. Abonnez-vous pour suivre les prochaines aventures. Puis moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut les gars. Je vais pouvoir renifler maintenant comme je sais pas quoi.